Très ravie de vous retrouver ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. À l'Assemblée nationale, les députés participent à un séminaire d'appropriation du projet de loi portant code des forêts, de la faune et de la gestion durable des terres. Achat et vente en ligne, une pratique de plus en plus adoptée par les populations mais qui présente aussi des risques. Et en sport, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 s'ouvrent avec une affiche très attendue entre la France et le Maroc 4 ans après leur confrontation au Mondial 2022. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Face aux défis liés au changement climatique et à la préservation des ressources naturelles, l'Assemblée nationale renforce les capacités de ses députés. Les membres de la commission du plan de l'équipement et de la production prennent part à un séminaire d'appropriation du projet de loi portant code des forêts, de la faune et gestion durable des terres. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale. On regarde. Quand le vert des forêts rencontre les couleurs de la biodiversité, c'est tout un patrimoine qu'il faut protéger. La richesse du patrimoine naturel béninois appelle à une protection renforcée et à une législation adaptée aux exigences actuelles. Et à propos, les députés de la 10e législature se penchent sur l'actualisation de la loi portant régime des forêts en République du Bénin. Députés, cadres du ministère du cadre de vie et des transports, chargés du développement durable et ceux de la Direction générale des eaux, forêts et chasses se sont retrouvés à Grand Popo pour évaluer la teneur du travail à faire pour cette actualisation. Ce projet de loi, affecté à la commission du plan, de l'équipement et de la production pour son étude au fond, nous appelle à répondre à des défis environnementaux majeurs, urgents et vitaux pour notre pays. Si nous nous sommes réunis à Grand Popo, c'est pour mieux échanger et disposer des outils nécessaires en vue d'une meilleure appropriation du contenu du projet de loi
portant code des forêts et de la faune en République du Bénin. Le projet de loi qui sera prochainement soumis à l'examen de la représentation nationale dépasse largement le cadre d'une simple actualisation de notre arsenal juridique. Il répond à une exigence devenue impérieuse. Il traduit la volonté du gouvernement d'apporter une réponse forte, cohérente et durable aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos ressources forestières et fauniques. L'évolution des défis liés à la déforestation, au changement climatique et à la préservation de la biodiversité impose l'urgence d'agir sur cette loi 32 ans après son adoption. Agir pour avoir un instrument destiné à renforcer la protection des ressources naturelles, dira le professeur Joseph Fifa-Medjogbenou, président de l'Assemblée nationale, à l'ouverture des travaux. La forêt et la faune sont en salle d'urgence de l'hôpital de la vie. Nous sommes appelés à opérer, à sauver par la loi la forêt et la faune. Et c'est pour cela que je n'ai pas de doute de la conscience que chacun a de l'importance de cette loi sur la forêt et la faune. Le président de l'Assemblée nationale a invité les députés à s'approprier pleinement les innovations contenues dans le texte afin de conduire un examen rigoureux et enrichissant une fois en séance plénière. Notre pays attend cela. Chacune et chacun de nos compatriotes attend cela. Le présent attend, mais l'avenir aussi attend les solutions qui seront contenues dans ce projet de loi sur la forêt et sur la faune. Un cadre de réflexion et d'échange animé pendant 2 jours par plusieurs communications pour doter les parlementaires des outils d'analyse nécessaires pour l'adoption d'un arsenal juridique moderne capable de concilier protection des ressources naturelles, développement durable et résilience face aux défis environnementaux. À l'issue des travaux, les députés se prononcent sur ce texte majeur destiné à renforcer la protection du patrimoine naturel béninois. Ils partagent leurs analyses ainsi que leurs attentes avant son examen en plénière. On les écoute. Ce séminaire est venu à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, notre pays est en proie à des pluies diluviennes, mais qui durent plus que d'habitude. Ça nous interpelle. Et dans le monde de façon générale, il y a la canicule ailleurs. Cela également nous interpelle. Et donc, mieux comprendre ce phénomène de changement climatique est important, surtout pour nous, les élus. Cela nous permettra d'appréhender davantage ce qui se passe au niveau de l'environnement de façon générale et ainsi de communiquer avec nos mandants sur l'urgence de la préservation de notre environnement commun. On parle ici des forêts, de la faune, de la gestion durable des terres. Et vous savez que sans arbres, il n'y a pas de vie. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement qui a compris enfin qu'il faut que nous puissions revoir ces tests-là parce que la déforestation aujourd'hui, l'utilisation abusive de la faune et de la flore est devenue réalité chez nous. Et si nous ne faisons rien pour arrêter cet état de choses, demain sera difficile pour la progéniture. Il y a déjà un code qui date de 32 ans qu'il faut actualiser parce qu'on a constaté que ce code existant présente un certain nombre de faiblesses. Alors, il s'agit du code forestier. Tout le monde a constaté qu'en prenant des dates repères, aujourd'hui que notre pays est de plus en plus déforesté. Même des zones classées. Voilà pourquoi il urge d'aller au vote donc, de ce projet de loi pour en faire une loi un peu plus rigoureuse, mais plus ouverte, plus sociale, mais plus rigoureuse dans son application pour que nous puissions en gagner un peu plus. Quand je prends ma zone, ma commune, qui est Basila,
et que nous connaissons pour sa forêt et sa faune, et quand vous quittez les coins, les villages comme Kikele, Api, Doguet et autres, il n'y a plus de forêt à cette allure. Je me demande ce qui va se passer. Ça risque vraiment de tuer parce que du point de vue économique, du point de vue d'environnement, du point de vue de l'alimentation, nous avons besoin de cette forêt et cette forêt a besoin de nous pour la protéger. Avec ce séminaire d'imprégnation et d'appropriation du projet de loi sur le code forestier, nous avions pu comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'innovations dans ce projet de loi et ces innovations vont dans le domaine de l'économie. Il faut dire que cette loi nous permet désormais de protéger les espaces frontaliers, de restaurer les espaces forestiers du Bénin, de les conserver et de faire de ces espaces en réalité des espaces de développement, des espaces qui contribuent à l'épanouissement de nos populations. On va proposer dans la loi une éducation citoyenne à l'environnement. Et les populations dans la communication de masse, au niveau des formations professionnelles, je veux penser par l'alphabétisation et autres, on va insérer. On va amener les populations à comprendre que le dernier arbre abattu, c'est la fin de l'existence humaine. Et on va les amener à s'approprier suffisamment ce comportement. Autre information, dans un entretien, l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Komi Kouché, s'est prononcé sur l'élection et les premiers actes du président Romuald Wardani. Il estime que le nouveau chef de l'État dispose de qualités essentielles, notamment l'authenticité, l'humilité et la sagesse, et affirme qu'il a les capacités de faire le job s'il conserve ses valeurs personnelles. Komi Kouché est également revenu sur ses rapports avec le président Wardani, les 10 années de gestion de Patrice Talon et les défis économiques et sociaux du Bénin. Il appelle à regarder vers l'avenir, estimant qu'aucun peuple ne peut avancer s'il reste accroché au rétroviseur. Le président Joseph Djogbenou a convoqué les députés en séance plénière ce vendredi 10 juillet 2026 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. À l'ordre du jour figurent notamment l'examen d'une proposition de loi portant abrogation de certaines dispositions du code électoral ainsi que plusieurs autres textes législatifs inscrits dans le cadre de la poursuite des réformes institutionnelles et de l'examen de dossiers d'intérêt national. Dans un autre registre, plusieurs cadres de la Commission électorale nationale autonome participent du 6 au 10 juillet 2026 à New Delhi, en Inde, à une formation internationale consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus électoraux. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences afin de moderniser l'administration électorale et de contribuer à l'organisation d'élections plus transparentes, efficaces et sécurisées. Les régimes politiques déterminent l'organisation et l'exercice du pouvoir dans un État. Invité à l'émission spéciale animée par Abdelkader Achirou, le spécialiste du droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, revient sur les différences entre les régimes présidentiels, semi-présidentiels et parlementaires, ainsi que sur leur implication. Suivons ensemble. Au Bénin, par exemple, nous avons un régime présidentiel. C'est le président de la République qui est aussi chef du gouvernement, qui détermine et met en œuvre la politique de la nation. Vous avez, le président de la République est élu au suffrage universel direct. En Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est des régimes parlementaires. C'est le chef du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire au Parlement qui est le chef du gouvernement, le Premier ministre. Le chef de l'État n'est que le garant de l'unité nationale, le symbole de l'unité nationale.
en Grande-Bretagne, c'est le roi. Et quand il va prononcer le discours du trône, généralement, il ne fait qu'exprimer le choix effectué par le parti majoritaire au Parlement, donc le programme du Premier ministre. Quand c'est un conservateur qui est Premier ministre, le discours du trône va refléter le projet de société des conservateurs. Quand c'est un travailliste qui est Premier ministre, le discours du trône va refléter les options des travaillistes. Il ne fait donc que indiquer le choix du parti ou de la coalition majoritaire au Parlement. Le chef de l'État n'est pas issu du suffrage universel. Vous avez le régime semi-présidentiel qui est celui de la France et qui est celui du Sénégal également que nous n'avons pas voulu accepter. Souvenez-vous qu'à la conférence nationale, il y avait eu des débats sur la question. Certains avaient souhaité que le Bénin ait un régime semi-présidentiel. Ce qui montre que c'est le peuple béninois qui a eu à trancher. Parce que le régime semi-présidentiel entraîne toujours des tensions. Vous avez vécu le cas d'abord avec Chirac, ensuite avec maintenant le président Macron, il dissout le Parlement, il n'a pas la majorité au Parlement. Or, c'est la majorité au Parlement qui a la possibilité de désigner le Premier ministre. Ce qui fait qu'il y aura une contradiction entre le programme du président de la République, élu au suffrage universel direct, et celui du Premier ministre, car le président de la République n'a pas une majorité parlementaire pour soutenir son action. Parce que ces actions sont définies et mises en œuvre généralement à travers des lois. Donc il y a toujours des tensions, il y a toujours des conflits. Voilà les risques que comporte le régime semi-présidentiel. Place aux faits de société. À présent, le mariage catholique est considéré comme une alliance sacrée, un sacrement qui unit un homme et une femme pour la vie. Il repose sur des principes fondamentaux et traduit l'engagement des époux devant Dieu. Hubert Kedouité, prêtre et curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, apporte des éclairages sur le sujet au micro de Francis Farami. Suivez plutôt. Le mariage, c'est la constitution d'une église domestique. Le mariage dans l'église catholique ne se fait jamais à deux. Ça se fait toujours à trois. Entre l'homme, Dieu, et la femme. C'est Dieu qui consacre l'amour que se donnent l'homme et la femme. C'est le seul sacrement qui est donné par les propres auteurs. Tous les 7 sacrements, tous les 6 autres sacrements se donnent par le ministre de l'Église. Mais quand il s'agit du mariage, c'est l'homme et la femme qui, par leur consentement mutuel, se constituent en Église domestique où Dieu est au cœur de la consécration de leur amour. D'ailleurs, après la célébration du mariage et le symbole qu'on donne de l'alliance que l'homme et la femme se donnent en signe de leur amour mutuel, la première activité des jeunes mariés, c'est la prière, pour dire que leur maison, leur vie conjugale est d'abord et avant tout une église domestique où l'Esprit de Dieu féconde leur cœur avant de féconder leur corps, pour qu'en enfantant, ils puissent enfanter de nouveaux disciples pour l'Église. On ne peut aimer vraiment que en accueillant l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on ne peut rien. Si on doit regarder que l'amour de l'homme ou l'amour de la femme, c'est très passager. C'est Dieu qui permet en quelque sorte de rebobiner la dynamique de l'amour dès les premiers instants. Et c'est pour cette raison que l'Église a toujours recommandé que ses fils et ses filles consacrent en premier leur amour. Il ne s'agit pas de s'attraper dans la rue, comme dit le texte de Tobie. Tobie a dit, il ne faut pas que nous puissions nous unir comme les païens. Donc Tobie et sa femme se sont levés, ils ont commencé par la prière, afin de consommer leur amour. C'est pour dire que si les gens cheminent effectivement comme l'Église a recommandé, eh bien, c'est le succès de l'amour. Mais lorsque, avec l'évolution du monde, l'évolution dans le sens que vous connaissez, où tout est à la remorque du plaisir
et de l'économie, évidemment, on met souvent la charrue avant les bœufs en allant d'abord dans le bas-ventre. Et quand on commence comme ça, effectivement, il y a de la chance d'être, à un moment donné, de se saturer l'un envers l'autre. Donc, du coup, ce que je pense que c'est au début même de son cheminement, de la rencontre que l'homme et la femme se font, que ils vont commencer par cheminer avec la parole de Dieu, à éclairer leur amour, à cheminer ensemble et à faire les choses comme ça doit, en consacrant leur amour au Seigneur. Et après, faire des enfants pour que l'Église ait de nouveaux enfants à baptiser. Je pense qu'en faisant ça, les choses iront mieux. D'ailleurs, nos parents qui faisaient les choses normalement, on voyait qu'ils vivaient dans l'amour pendant longtemps en se supportant les uns les autres dans le courage et dans la prière. Le mariage traditionnel demeure une étape importante dans de nombreuses communautés. Au-delà de l'union de deux personnes, il symbolise le rapprochement de deux familles et le respect des coutumes ancestrales. Quelle est sa place dans la religion chrétienne? Le pasteur Olivier Domingo répond aux questions d'Achille Huenou. On ne peut jamais parler du mariage chrétien sans parler du mariage que certains appellent traditionnel. Parce que le mariage chrétien, au fait, c'est la bénédiction nuptiale. Ce n'est pas le fait que le pasteur ou le prêtre, il célèbre la cérémonie là, il supervise cette cérémonie qu'on va dire que c'est le mariage. Le vrai mariage, c'est l'alliance de deux familles. Et cette alliance est scellée par le mariage de leurs enfants. Donc, quand on parle de mariage, on parle des familles alliées. Voilà ce que c'est que le mariage en réalité. Donc, par exemple, nous avons vu Abraham qui cherchait une femme à son fils, Isaac. Il a envoyé son serviteur Éléazar dans la famille, dans sa famille, où ils lui ont trouvé une femme, Rebecca, je crois bien. Mais Éléazar n'est pas allé les mains vides. Il est parti avec beaucoup de présents qu'ils ont offerts là-bas pour que les parents puissent accepter l'union de leur enfant avec Isaac. Donc c'est une cérémonie qui a été célébrée et Rebecca a suivi Éléazar pour revenir chez Abraham, elle aussi avec ses choses, parce qu'elle avait ses servantes, elle avait sa vaisselle, elle avait ses chevaux, ses vaches et tout, pour venir chez son mari. Donc, c'est ça en réalité la profondeur du mariage. Mais dans le cas des chrétiens, un vrai mariage nécessite la bénédiction nuptiale. Et c'est cette bénédiction qui apporte la bénédiction de Dieu sur ce foyer qui vient d'être constitué. Sans la bénédiction de Dieu dans un foyer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ça qui entraîne aussi les divorces, qui entraîne beaucoup de casses dans ces mariages. Le mariage, ce que vous appelez traditionnel, est le vrai mariage. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant de quelqu'un, il a élevé son enfant, vous la prenez, vous allez à la mairie dire que vous avez fait un mariage, ou bien à l'église sans les parents, c'est pas possible. Le pasteur même va vous demander, et les parents et des uns et des autres. Ça ne se fait pas. Avec le développement des nouvelles technologies, les achats et ventes en ligne occupent une place grandissante dans les habitudes de consommation. Si cette pratique offre un gain de temps et un large choix de produits, elle expose également les utilisateurs à certains risques. Quelques citoyens partagent leurs expériences au micro de Diane Kouagou. Ça m'a permis d'avoir acheté beaucoup de choses, la vente en ligne. Peut-être si je rentre sur TikTok, il y a les gens qui font live pour vendre les choses. Moi, personnellement, ça m'a permis d'acheter beaucoup de choses, beaucoup d'articles. En fait, bon, je n'ai pas encore rencontré une personne qui m'a fait déjà du faux. Je n'ai pas encore rencontré
Ça. La vente en ligne, franchement, moi, j'ai aimé. Tu fais ta commande, on remet ça au livreur, on donne ton numéro au livreur, tu es à la maison, le livreur t'amène ça, il prend son argent. Selon moi, c'est une bonne chose. Ça permet de vite, comment on va dire, de vite faire ce que tu as à faire, quoi. Par exemple, si tu veux faire Momo sur ton compte maintenant, si tu as de l'argent sur ton compte, tu peux payer ton crédit directement. Secondo, tu veux payer quelque chose sur le net. Ça t'arrange de vite faire ce que tu as à faire, c'est tout. C'est une très bonne méthode qui permet, même si tu es chez toi, tu veux commander des choses en ligne, c'est une très bonne méthode. Mais parfois aussi, il y a aussi les gailles. Tu commandes et le retour, tu n'as plus le retour. Beaucoup de gens ont peur pour ça. Mais moi, quand même, je fais quand même des achats en ligne. Et avant de faire ça, je vois d'abord l'authenticité de l'entreprise qui est en charge de faire ces achats d'abord, avant de le faire. Il y a certains jeunes aujourd'hui, ils vendent le show en ligne, tu l'envoies de l'argent, tu ne le retrouves même pas. Tu vois. Ceux-là, chance, il faut que la loi applique pour eux de le détester comme il le faut, quoi. Oui. Et ceux qui font leur devoir, et concernant si on les a envoyé de l'argent de choses en ligne là, de faire que la personne envoie l'argent, il veut ceci ou bien les habits, il remet la personne, c'est bon. Il gagne son gain, c'est bon. Moi j'apprécie ça. Souvent, tu tombes sur des fake news ou bien des fake pages. Et souvent, c'est les arnaqueurs, ils te disent qu'ils font les ventes en ligne, tout ça. Quand toi, tu succombes à ça, ou bien tu te dis que c'est la vérité et tu le fais, tu vas constater que c'est au fait des arnaqueurs, quoi. Ils vont t'arnaquer, prendre ton argent, tu vas croire que c'est la vérité, ils disent non. C'est rien que des failles. C'est que tu donnes ton argent et tu succombes au mensonge, au fait. De même, il y a, comment on dit, des pages où c'est la vérité, ils disent. Quand tu viens, ce que tu achètes, tu vas le trouver. Ils vont t'amener ça. Mais il y a d'autres, c'est les fake pages et quand tu achètes, tu envoies ton argent, tu ne trouves rien en retour. Avec l'ampleur que ça prend maintenant là, ça prend les marchés. À condition que les marchés maintenant sont ouverts à tout le monde. Il y a tout le monde qui y va, qui reviennent. Les marchés, tu vas maintenant à côté, acheter quelque chose de 1000 francs rapidement, tu as ça chez toi. Ça ne peut pas, non. On ne peut pas dire que ça peut remplacer les marchés, non. C'est pas tout le monde qui a des portables Android pour faire des commandes, des choses, quoi. Tu vois, il y a certaines personnes, par exemple, le moment maintenant, elles ne savent pas, surtout ceux qui sont au village, on va dire, ne savent pas l'importance de la vente en ligne. Et leur problème, c'est d'aller au marché, aller acheter les choses. C'est une faveur à nous tous. Tu seras à la maison, tu commandes et le show vient, c'est bon. C'est que celui qui est en train de faire le travail et celui qui vend aussi, il gagne, c'est le gagnant-gagnant, quoi. Et celui qui est à la maison aussi, elle-même aussi, elle est une bénéficiaire dans tout ça là, quoi. Et puis, hors de nos frontières, à présent, en Côte d'Ivoire, les partenaires techniques et financiers ainsi que des investisseurs ont annoncé le 8 juillet 2026 à Abidjan des engagements estimés à environ 80 milliards de dollars pour soutenir le plan national de développement. Ces financements doivent accompagner la mise en œuvre du programme de développement du pays au cours des 5 prochaines années. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé la détection de 2 cas d'Ebola à Kisangani, tandis qu'un second test de confirmation est en cours. Cette évolution marque l'extension de l'épidémie vers une ville jusque-là épargnée. Des équipes de riposte ont été déployées afin de contenir la propagation du virus.
Et puis une avant-dernière actualité sportive pour boucler ce journal. Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 débutent ce jeudi avec une affiche particulièrement attendue entre la France et le Maroc à Boston. 4 ans après leur demi-finale au Mondial 2022, les deux sélections se retrouvent cette fois pour une place dans le dernier carré de la compétition. Les Lions de l'Atlas tenteront de prendre leur revanche face aux Bleus dans une rencontre qui s'annonce très disputée. Et puis nous terminons par cette actualité. Elan Coton BBC Dames s'est imposé 59-49 face à l'association Koboru Dames lors de la deuxième journée de la phase retour de la Yuzu Ligue Pro. Après cette rencontre disputée, Oral des Sports Don Bosco de Parakou place aux réactions retour sur les temps forts du match avec Elvic Mbetao et Mouidine Larani. Je suis heureux parce que les filles ont exécuté à la lettre les consignes. Beaucoup d'engagement, bien qu'on partait écrasé dès l'entame de la compétition. Et surtout quand on regarde le match aller où on s'est fait plus de 27-28 points d'écart, il fallait montrer qu'il y a une progression dans cette préparation pour les retours. L'état d'esprit, c'est la construction de l'équipe. Vous n'êtes pas sans savoir que la saison dernière, on a été 3e et qu'une de nos talentueuses joueuses a une bourse qui s'est retrouvée aux États-Unis. Et donc ça agit sur l'effectif. Et après, nous avons une blessée aussi qui n'est pas des moindres, qui est Angel, qui apporte gros pour l'équipe. Et donc, malgré ces handicaps, il fallait jouer parce qu'il fallait déjà dès maintenant préparer la saison prochaine. Nous resterons debout face à tous nos adversaires. Qu'importe le résultat, nous allons jouer jusqu'au dernier match debout. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et bien sûr de programme à vous sur Ezra TV.